T'as toujours joué à ce poste-là? Non, pas du tout. Faux. Oui. Tu arrives après Paoletta. J'arrive après Pedro. Comment ça se matérialise dans un vestiaire au quotidien? Toi, t'as vécu, t'as parlé de dépression. Et lui dit, pourquoi tu parles? T'as joué où, toi? Est-ce qu'aujourd'hui t'es heureux? J'ai essayé d'arriver le premier à l'entraînement, c'est pour la musique. Mettre la musique d'abord. Donc, j'ai la vérité, les gars. T'allais me dire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. Continuez à nous suivre, continuez à commenter, à échanger. On vous lit, on vous répond et on partage avec vous. Et aujourd'hui, je suis très heureux de partager ce nouvel épisode avec monsieur Guillaume Moirot, ancien buteur professionnel, jeune retraité et artiste en sommeil. En sommeil? En sommeil, parce que c'est... Ouais. Ah non, pas en sommeil. Je fais la sieste, j'arrive bientôt. Je me réveille, je prépare les compos et j'arrive. T'as pas dit ancien joueur professionnel. T'as dit ancien buteur professionnel. Ah bah oui, quand même. Ça a été ma vocation de marquer les buts, de terminer le travail de mes coéquipiers. Donc oui, sportif de haut niveau. C'est un footballeur et mes buteurs, le numéro 9. Moi, j'ai grandi en marquant des buts et ce jusqu'à la fin de ma carrière. T'as toujours joué à ce poste-là? Même petit? Non, pas du tout. Faux. Gardien de but? J'ai commencé gardien. Oui. On la connaît tous, cette histoire. T'as fait l'inverse. D'habitude, il commence en haut, il redescend, il recule. Alors, j'étais gardien parce que j'ai commencé trop jeune, j'avais 6 ans. Mon père, il était ancien footballeur à La Réunion, coach, donc il m'amenait avec lui aux entraînements. J'étais trop petit, donc évidemment, je gênais un peu sur les terrains, chez dans les buts, jusqu'au jour où j'ai pris la fameuse frappe dans le visage, et là tu te dis, non, ça fait trop mal, c'est pas pour moi. Donc quand j'ai eu l'âge, j'ai été dans le champ, et puis c'est football à 7, tu joues un peu partout. Quand ça a commencé à prendre forme, pour moi, je jouais sur le couloir gauche. Et à l'époque, notre numéro 10, c'était un certain Florent Sinama Pongol. Notre Valdo de La Réunion. Moi, j'étais celui qui débordait sur le couloir gauche. Et puis, au foot à 11, je suis passé libéraux. J'étais libéraux, ouais. J'arrive pas à y croire. Ouais, je te jure, c'est vrai. Une belle lecture du jeu, la couverture et tout, ça c'était pour moi. J'avais un bon stopper, le numéro 4 qui, ça passe pas. Et puis je crois que c'est à partir des 15 ans que j'ai commencé à... Donc c'est tard quand même. Ouais, à jouer devant, ouais. Et voilà, j'ai fait mes classes à Saint-Pierre, le club de Saint-Pierre, qui est à l'époque le meilleur club de jeunes de Lille. Donc pour moi, c'était quelque chose qui devait faire partie de ma vie parce que ça faisait partie de moi. Comment tu te retrouves au Havre? T'arrives en France, en plus t'arrives au Havre. Ça fait partie de ces villes où... Enfin, t'es pas arrivé dans le sud de la France, t'es arrivé en Normandie. Ouais, il y a eu un gros choc, des extrêmes en termes de température. Mais c'est vrai que ça a été un choc. Moi, j'avais fait un essai à 13 ans au Havre qui était non concluant, à 15 ans aussi. Au Havre toujours. Au Havre aussi. Donc, à un moment donné, tu te dis, ok, c'est le moment où tu dois rejoindre un centre de formation, donc c'est pas pour moi. Mais y a pas de problème. C'est moi, le foot à La Réunion. Je rêvais de jouer à Saint-Pierre avec les seniors. C'était pour moi l'objectif ultime. Et puis j'ai eu cette chance à 19 ans de refaire un essai en plein mois de janvier. Et là, ça a été pour moi révélateur parce que je vois la neige pour la première fois. C'était vraiment waouh. Moi, j'étais en STAPS à l'époque, à la fac. Des études pour être prof de PS. Ouais, prof de PS. Sport. Et puis je joue à Saint-Pierre et ma vie elle est belle, quoi. Donc c'était l'objectif. Et quand j'ai cette dernière opportunité au Havre, je me dis bon, de toute façon, là il y a plus rien à perdre. J'ai déjà une saison de senior dans les pattes. Donc moi j'arrive avec les mecs qui jouent en CFA. Et puis quand t'arrives en plein mois de janvier. Au Havre et que t'as les premiers entraînements physiques, tu t'es content parce que t'es pas à la rue en fait. Moi c'est vraiment la neige. Je me souviens d'un entraînement, j'arrive, il neigeait et je vois tout le monde s'habiller et tout. Moi je suis là dans le vestiaire, je prends mon temps, je me dis le coach va sûrement arriver et dire on annule l'entraînement quoi, il y a la neige. Et non, tu fais quoi, tu t'habilles pas? Ah on s'entraîne là? Ben oui. Et puis là je me suis dit ah ouais. Là, c'est le test ultime. Si j'arrive à... Mais la neige, les gars, le froid pour nous, c'est les mains, les pieds, tu cherches tous les remèdes de grand-mère qui existent, mais
Je pense que c'est le seul truc que j'ai jamais réussi à trouver la solution. Comment Même après? Ah ouais, non. Mais... En fait, tu t'anticipes la souffrance. Tu dis bon, ça va être chaud, je vais souffrir, donc j'y pense même plus. Et ouais, après l'hiver, c'est devenu un ami. C'était quoi ton truc, ton remède à toi, remède de grand-mère? Tu mettais des... Il y en a pas, tu sais, on te dit mets la pommade et tout, mais la pommade au final, quand tu vas à la douche après le match, c'est là où ça chauffe, donc pas pendant. Non, c'est juste essayer de garder les pieds, les extrémités tout le temps en mouvement. Mais non, il y a pas de remède. Pour dire Peggy Louindola, il y a une fois à Nancy, je crois. Il s'était fait mal à un orteil, tu sais, le fameux pendant l'hiver quand on te marche dessus, l'ongle il est noir. Et Peggy, je crois, il fait du 43. Il a joué avec un côté, hein, mes chaussures, 45. Il a joué un match professionnel. Son pied avec l'ongle abîmé. Parce qu'il fallait l'espace, sinon il pouvait pas. Non, je jure, ça serait bien de faire une petite rubrique sur comment on lutte contre l'hiver, les joueurs de foot. On va faire ça. Ouais. On va attendre le mois de novembre et décembre. T'es encore avec la réserve ou tu commences à aller avec la première? Je suis avec la réserve, avec Nasser Largué. Et à l'époque, mon gardien, c'est Steve Mandanda. J'ai Lassana Diarra, Didier Digard. En réserve, tout ça? Ouais, en réserve. Eux, ils avaient déjà commencé un petit peu à tutoyer les pros. C'est Jean-François Domergue qui était le coach des pros à l'époque. Donc, je me souviens d'un fameux match, je mets 4 buts en réserve. Et la semaine d'après, je monte avec les pros. Et à la fin, ils me proposent un contrat pro. Donc, le rêve peut commencer. Dans ta carrière, tu fais Le Havre et après? Le déclencheur de tout ça, c'était mon prêt à Guignon. Oui. Ouais, parce que moi, quand je suis au Havre, je fais des bouts de match et le lendemain, je joue en réserve. 1 an, 2 ans, et là tu dis bon, moi j'ai envie aussi parce que tu te connais pas, hein, c'est bon, la réserve, j'ai fait mes preuves, je sais que j'ai le niveau, j'ai signé pro, maintenant 10-15 minutes c'est cool, mais t'as envie aussi de prendre des risques maintenant, donc il y a eu ce prêt à Guignon, et ça a été pour moi vraiment le début de mon aventure en tant que professionnel, où il y a eu un club qui m'a fait confiance, j'ai été prêté 6 mois, et j'ai joué. C'est surtout ça, quoi. À 20 ans, il faut jouer. Donc, et j'ai envie de dire, peu importe, il faut juste jouer parce que on va te conseiller, on va te dire plein de choses, mais c'est l'expérience, ça instruit plus que le conseil. Donc, tu as besoin de jouer, de te mettre dans des situations que tu ne connais pas. Et quand tu vas à Guignon, de toute façon, il n'y a que le foot. Et puis, il se passe quoi à la fin de cette saison? J'ai Jean Fernandez à Auxerre qui appelle mon agent, Ligue 1. Ils me veulent. Donc, évidemment, moi, je dis à mon agent, bah oui, Auxerre, quand tu as fait Le Havre, dans la continuité en termes de formation, c'est super. Il n'y a rien de mieux. Donc, là, il y a Jean-Marc Nobilo qui prend... qui vient de signer pour une saison ou 2 au Havre et qui met son veto. Et il me dit au téléphone, écoute, moi je veux construire l'équipe autour de toi, on te prolonge, on te donne plus de sous, mais on veut que tu restes. Moi j'ai dit les gars, moi j'ai Auxerre, j'ai la première division qui me veulent, comment je peux dire non? Donc non, moi je veux partir. Donc mon agent qui négocie avec le club et ils veulent pas. Donc il m'appelle, il me dit écoute Guy, je suis désolé, je sais très bien que c'est pas dans tes habitudes, mais tu dois pas aller à l'entraînement. C'est le seul moyen, sinon on va pas partir. Bras de fer. Oh voilà. Et là je me sens pas bien. Je sais pas faire ça moi. Donc je crois un entraînement, j'y vais pas. Et je me sentais tellement mal et j'ai dit à mon agent, écoute, on laisse tomber, quoi. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Parce que je lis encore aujourd'hui qu'il y a des joueurs qui se mettent dans ce genre de situation, mais il faut connaître les intentions. Tant que tu connais pas le joueur et son entourage, c'est difficile. Mon agent, moi, ça n'a jamais été un mercenaire. Il a toujours essayé par le dialogue, de m'expliquer les choses. Et là, c'était une situation quand même délicate. Et c'est vrai que même si le Havre m'a offert cette opportunité, mes derniers, avant mon prêt à Guignon, ça n'a pas été rose tout le temps parce que on te dit, on compte sur toi, mais tu joues pas. Donc à un moment donné, ce discours-là, il va pas.
Et il fallait faire quelque chose. Donc, j'avais ce souvenir de, les gars, j'étais là, vous m'avez pas calculé, donc là maintenant j'ai une opportunité, vous me voulez, c'est trop facile. Donc, comment on fait? Donc j'ai décidé on a décidé de rester et de faire cette saison au Havre. Et puis là, explosion. Ouais, là c'était. T'as marché sur l'eau. C'était magnifique. On avait un groupe jeune. On était entouré quand même de cadres, de mecs incroyables. Christophe Revaux, paix à son âme, qui a été un grand frère pour nous, et c'était incroyable. Nicolas Gillet. C'était des mecs qui étaient là pour nous accompagner. Et puis on avait une équipe de fous furieux, des jeunes des quartiers du Havre, Kevin Hanna, Didier, il était parti. Il était déjà au PSG. Il est parti au PSG, ouais. Davidas, les Soumaré, enfin il y avait vraiment une équipe athlétique, et Nobilo il voulait avoir cette équipe athlétique là, et c'est vrai, ça a été une année extraordinaire. On a marché sur l'eau, donc forcément moi en tant que buteur, je me suis éclaté parce que tout a été fait pour, en fait. Donc je finis l'année où je chasse le record de buts. C'était Tony Cascarino, je crois. Ouais, et là je me dis, de Marseille dans les années 90. Je me dis ok, là on est dans le vrai. Donc au final c'était pas un si mauvais choix que ça. Et puis j'arrive au mois de décembre à la mi-saison, je suis en fin de contrat. Et là t'es sur un trône, quoi. T'as tout le monde qui t'appelle. Là tu sais pas ce qui se passe. Tu dis attends. La Réunion, Cugnon, et là j'ai PSG, Marseille, Lens, Monaco. C'est comme si on te dit, pose-toi là, voilà tous les clubs de Ligue 1, choisis. La carte, on te donne le menu. Choisis. Et là, tu te dis, je sais pas moi, les gars, je sais pas comment on fait ça. Et je me souviens, les premières discussions, j'ai mangé avec, j'ai eu un déj avec Jean-Pierre Papin et Gervais Martel, Lens. À l'époque où il est au Racing Club de Lens, Jean-Pierre Papin, il est entraîneur du Racing. C'est ça. Pour la petite anecdote, plus jeune, avec mon petit frère, sous notre garage, on jouait, on mettait deux chaussures chacun, et puis chacun était l'attaquant et le gardien. Donc on se faisait des frappes. Et donc moi j'étais Guillaume Varmuz, et lui Christophe Revaux. Donc lui, il était fan de Rennes, toujours d'ailleurs. Et moi, Guillaume Varmuz, Lens. Donc c'est parti comme ça. Notre amour pour le football français, c'est moi d'abord c'était Lens. Donc quand je vois ça, je suis trop content. Je me dis mais waouh, je vais avoir mon nom dans FIFA. C'était mon rêve quand j'étais au collège. Et là il y a Lens. Et là je me dis mais tu parles de pouvoir de l'attraction, mais c'est un truc que j'avais en moi depuis gamin, en fait, que je me suis toujours dit, Lens. J'écrivais mon nom derrière des t-shirts chez moi quand je jouais dans mon jardin et tout, et tu te dis, et c'est vraiment ça, tu vois, il faut mettre son intention, tu sais, et beaucoup de passion, en fait, dans quelque chose qui t'anime, et sans arrière-pensée. Et ça a vraiment été ça, quoi. Et quand j'ai cette discussion-là, ça se passe bien, je me dis bon, c'est top. Et mon agent il dit par contre c'est pas fini, parce qu'il y a encore d'autres clubs. Faut que tu rencontres les autres. Voilà. Et je dis moi, à partir du moment où j'arrive à avoir une discussion avec le coach, c'est le plus important. Moi, avec ce que j'ai vécu là, je veux jouer. Donc je sais qu'il n'y a jamais de certitude, mais dans le discours, je veux jouer. Et moi, Jean Fernandez, il m'avait dit t'arrives de Ligue 2, si tu viens à Auxerre, on va te faire jouer au fur et à mesure. Jean-Pierre Papin, c'est un peu différent. Lui, c'est un attaquant. Je me dis, je peux que apprendre avec un tel coach. Et puis mon agent me dit qu'il est en discussion avec Marseille, l'Olympique de Marseille, que ça avançait très bien. Faut savoir qu'à la Réunion, Marseille, c'est number one. Le club. Ouais. Aujourd'hui, on a rééquilibré les débats. Mais et je me dis bon, Marseille, c'est le sud. Là, tu commences le cœur il commence à accélérer un peu, parce que tu te dis Lens, c'est la ferveur, c'est la famille, et puis Marseille, c'est pas la même chose, c'est pas la même pression. Et il y a ce repas, ce dîner à Paris avec Paul Le Guen. Oui, parce que aussi le PSG ils sont intéressés. Donc trop bien, on y va. Et puis on fait ce dîner.
Et Paul Le Guen, tu sais, c'est une personne très calme. Le flegme. Ouais, très très calme. Et quand on a discuté, en fait, autant quand j'arrive à Paris, j'ai l'impression, je suis content parce qu'il y a ma sœur qui habite, donc je me dis, c'est trop bien, on se rapprocherait et tout. Mais quand tu arrives à Paris, c'est comme pour Marseille, quoi. Voilà, il y a cette pression-là quand même en toi. Et puis quand je parle avec Paul Le Guen, c'est comme si on a parlé de foot et j'ai oublié qu'on parlait du PSG à ce moment-là parce qu'il a réussi à trouver les mots qui m'ont apaisé et on a parlé terrain et sans promesse aucune. Il m'a dit voilà, on a la Coupe d'Europe, donc nous on vient de finir une saison, on s'est sauvé à la dernière journée. Donc Pedro Paoletta qui arrête, donc il y a une reconstruction aussi, mais j'ai senti en lui des mots qui m'ont vraiment fait du bien et j'ai dit à mon agent écoute. Maintenant, il faut qu'on voit l'entraîneur de Marseille et puis je prendrai ma décision. J'ai pas vu l'entraîneur de Marseille et puis. Parce qu'ils t'ont pas appelé. Non, mais en fait, ils étaient en discussion et puis après, tu sais, moi, je laisse ça. C'est pas ma partie. Le contractuel, j'ai laissé ça à mon agent. Donc, je pense qu'à un moment donné. C'est Alain Roche qui disait que tout le monde commençait à se renchérir et puis pour un joueur de Ligue 2 c'était un peu too much et le club qui a eu le dernier mot c'était le PSG et comme j'avais parlé avec Paul Le Guen donc je prends la décision de signer au PSG et fierté là t'as envie de crier. Parce que t'aimais bien le PSG quand t'étais petit aussi. Ah non, le PSG, mais bien sûr, je veux dire. Mais tu sais, à aucun moment tu te dis, quand tu quittes la Réunion, qu'un jour je vais jouer au PSG. Et du coup, voilà, je signe au PSG, puis je rentre au Havre, je l'annonce à mes coéquipiers, tout le monde est content pour moi, et je signe libre au mercato d'hiver. Et le club me prête aussitôt pour que je puisse finir la saison au Havre en Ligue 2. Et on a mis une clause quand même dans le contrat parce que Paris, à ce moment-là, allait pas très bien. Ils pouvaient t'appeler. Et il se sauve à la dernière journée. Donc, à Sochaux. Nous, d'un côté, on joue le titre, on finit champion, je finis meilleur buteur, et je signe au PSG. Enfin, tu te dis, après tout ça, après tout ce que j'ai dû endurer, t'es là, quoi. Et c'est que le début. Ce dernier match du PSG à Sochaux. C'est quoi la clause? Si Paris descend en Ligue 2, tu vas pas au PSG? Ouais, c'était ça. C'était s'ils descendent en Ligue 2, le contrat il s'annulait et puis je peux décider d'aller ailleurs, quoi. Enfin, je me dis, je viens de prouver que c'est bon, la Ligue 2, j'avais trouvé ses secrets. Donc, que maintenant, c'était l'étage au-dessus. Et ils ont accepté. Et puis, ce dernier match contre Sochaux, mon père et tout, il est là au Havre, ma sœur. On a la bouteille de champagne sur la table et tout. J'attendais le maintien. Il y a le match de Caen avant. Oui. C'est ce 3-0, là. Et là, tu te dis, mais les gars. Ils vont tomber. Ils vont tomber, mais où? Mais non. Donc, j'ai envoyé toute l'énergie que j'ai pu ce soir-là. Et puis, quand t'as ce but de Diané à la fin, c'était un soulagement. J'ai cet attachement avec ce club parce que j'ai souffert. Parce que au-delà je me dis que si il n'y a pas ce but, Paris descend, mon histoire avec le PSG n'existe pas. Donc, émotionnellement, mon attache avec ce club commence avec cette souffrance-là. Donc, et je me dis, waouh, c'est trop beau, en fait. Et puis après, je signe à Paris, la saison se termine, j'enchaîne, je vais au PSG, et puis, ça y est, là, j'ouvre la porte et c'est le grand saut. Tu arrives après Paoletta? J'arrive après Pedro. Pedro, il décide d'arrêter. Donc moi, quand j'arrive au club, ça reste quand même l'attaquant de Ligue 2, le meilleur buteur de Ligue 2 au PSG. T'as le numéro 9 tout de suite? Quand je dis que je veux le 9, ça sort naturellement. Et je me dis, ah ouais. Ça prend d'autres proportions. Fardeau, en fait. Voilà. C'est pour ça que je te dis ça. Dans la presse, c'est plus du tout le même traitement. Ah non, mais c'est clair. Mais je me dis, parce que moi, quand je suis au PSG, Pedro, il a pas encore annoncé qu'il arrêtait. Donc je me dis, si je vais là-bas, je vais apprendre à ses côtés, c'est super, c'est top. Et puis il annonce sa retraite. Et la chance que j'ai, c'est que quand j'arrive au PSG, il signe Grégory Coupé, Claude Makelele, Ludovic Joly, Stéphane Sessegnon qui avait fait une grosse saison avec Le Mans. Donc moi j'arrive quand même le petit joueur de Ligue 2.
donc Matea Kezman. Donc il y a encore Peggy Louindoula, donc c'est quand même des mecs qui ont un nom et qui ont déjà prouvé en Ligue 1. Donc moi j'arrive dans ce contexte-là, je me dis pas pression sur moi, je dois remplacer Pedro, pas du tout. Mais et puis j'ai été, tu sais, quand ton capitaine c'est Makelele, ça t'enlève quand même un peu de pression, parce que lui il s'est mis devant tout ce qui pouvait nous atteindre, nous les joueurs. Il nous a protégés avec Ludo, avec Greg. On a été vraiment pris sur leurs ailes, tu vois, et merci à eux, parce que c'était vraiment, tu sais, quand tu joues au PSG, tu te rends compte que en fait, il y a tout peut aller très 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 vite, mais quand t'as les bons gars au bon moment, ça change tout. Ça se traduit comment, cette protection, cette mise en avant de ces joueurs, de ces hommes-là, pour vous protéger, pour toi, par exemple, un joueur qui arrive du Havre. Est-ce que tu as un exemple d'un jour du... Non, mais déjà, le fait, la presse, la relation déjà avec la presse, eux, quand t'as Makelele et Julie, voilà, eux, ils ont cette relation, donc tu déjà t'observes, tu regardes comment ils font, et puis ils savent que pour eux aussi, être au PSG, ils sont en train de finir leur carrière, donc ils savent que c'est pas facile non plus. Ils ont rien à prouver. Et si ça se passe mal, les gars, ils ont joué quand même avec les meilleurs, et là, ils se retrouvent avec le meilleur attaquant de Ligue 2. Donc, à aucun moment, ils m'ont fait comprendre que s'il y a un problème, ça sera de ta faute, tu vois. L'institution du PSG peut faire peur, mais comme je te dis, quand t'as les hommes à l'intérieur, humainement, qui sont là, moi, j'ai été, que ce soit des mecs comme Papus aussi, ce sont des gars qui ont toujours été bienveillants avec moi, et c'est pour ça, quand j'ai vu que finalement, on pouvait aussi être humain dans un tel club, je me suis éclaté. C'est donc possible. Totalement. Les moments positifs sont des moments faciles quand tu as les résultats. Quand tu as moins de résultats, c'est plus compliqué dans tous les clubs. Ça arrive, qu'on soit au Paris Saint-Germain, au Real, il y a des moments de moins bonne performance, voire des moments de crise. Ce sont d'autres proportions quand on est dans un club comme le Paris Saint-Germain par rapport au Havre. On l'a déjà dit. Comment ça se matérialise dans un vestiaire au quotidien? Pas seulement les jours de match, mais jours d'entraînement, quand vous êtes ensemble dans la vie quotidienne hors de la rencontre, de la compétition. Après, ça dépend quel groupe t'as réussi à créer, tu vois. Si t'as réussi à créer un groupe où les mecs, on arrive à tous dire, peu importe ce qui se passe, et qu'il y a de la sincérité, les moments compliqués, ça coule, tu vois. À Paris, ça n'a pas toujours été le cas, parce que les gars, ils ont l'expérience, donc ils savent que quand ça chauffe, c'est à celui qui arrive à trouver sa bouée de sauvetage et se sauver lui d'abord, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on parlait de top, de ceci, de cela, parce que quand c'est chaud, il y en a, ils prennent un peu les devants pour se protéger eux-mêmes, protéger leur contrat. Donc c'est ça qui, en fait, qui peut créer des problèmes dans un club si on tire pas tous du même côté. C'est pas de la langue de bois, c'est vraiment ça. On avait quand même un groupe, nous, où on était assez solidaires. Il y avait, comme je te dis, Claude, il y a peut-être 3-4 ans, il jouait avec Zizou. Claude, il était tous les jours avec Samy Traoré dans les vestiaires. Donc il y avait vraiment, non, mais c'est pour ça, je te dis que, tu sais, à un moment donné, il y a ce qui se passe sur le terrain. Donc il va pas demander à Samy ce qu'il a pu vivre avec des Laurent Blanc et tout, tu vois, mais après, dans les vestiaires, il faut vivre avec les gens au quotidien. Et ça, c'était notre force. On avait un groupe où il y avait une bonne ambiance, et à chaque fois qu'il y avait des problèmes, crever l'abcès directement. Claude, tu sais, c'est pas le plus grand philosophe. Donc lui, il va pas. Lui, il va direct à la source. Et ça nous a. Tu l'as déjà vu se mettre en colère, ou enfin. Il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a fait, qui t'a marqué? Il n'y a pas eu un moment vraiment où moi, j'ai pas ce truc dans ma tête où il a pété un câble, mais c'est vraiment de dire, voilà, si t'es droit, si tu marches avec nous, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, on n'a pas été les meilleurs sur les terrains. On a quand même gagné une Coupe de France. On a fait des Coupes d'Europe. Donc, on a quand même la transition entre le PSG qui allait descendre en Ligue 2 et le PSG qatari. Nous, on était là au milieu pour essayer de faire le lien entre les deux, de tenir la barque le plus longtemps possible, et je pense qu'on l'a pas mal fait. Colonie Capitale,
QSI, Ouais. T'es peut-être un des symboles de ce passage à cette nouvelle dimension du Paris Saint-Germain. À quel moment et comment tu apprends que le Paris Saint-Germain va être vendu à QSI par Colonie Capital? Ben, quand ils font l'annonce, hein, tout simplement. Pas avant. Il n'y a pas de rumeur. Ouais, il y a des petites rumeurs que le club va être acheté, que Colonie Capital veut vendre. Et moi, en fait, il y a Schalke 04, et Dortmund, à un moment donné, qui s'intéresse à moi. À l'époque, je finis 2 ou 3e meilleur buteur. Égalité avec Karim Benzema. Avec Karim Benzema et tout. Il va à Madrid, et puis moi, je me dis, bon... 17 buts. Ouais. Je connais pas trop la Bundesliga, mais voilà, Schalke 04. Schalke 04, il y avait Raoul là-bas. Ils sont pas tombés à ce moment-là. Ouais. Et il y a eu de grands attaquants. Ouais. Klaas-Jan Huntelaar, il y a Van der Vaart, le néerlandais aussi, qui était très bon à Schalke. Et à l'époque, je crois que... Il y a Neuer, non? Il doit y avoir Neuer à cette époque-là. Là, moi, j'avais fait mes premières apparitions à l'équipe de France, donc voilà, je commençais à faire partie du décor du football français. Et je crois qu'il y avait une offre entre 10 ou 15 millions. C'est beaucoup à l'époque. Hein. Oui. Oui, non, et c'est là où on me dit, écoute, tu pars pas, parce que le club va changer de dimension. Il va se passer un truc de fou, et on veut que tu fais partie du projet. Ah ouais? Ouais, le club va être racheté, et puis on va créer quelque chose de grand. Et puis on apprend qu'il y a Leonardo qui va arriver. Qui est-ce qui te dit ça? Je crois qu'à l'époque, c'est Robin Leproux, je crois. Ouais, je crois que c'est lui le président. Et voilà, donc quand on te dit ça, tu dis, bon, ben, ok, si je vais faire partie d'un projet de fou, pourquoi pas, quoi. Et puis on apprend après les semaines qui suivent que le club va être racheté par QSI. Que Ronaldo arrivait, premier transfert, Leonardo, pardon. Je sais pas pourquoi premier gros transfert qui ramène avec lui 47 millions, Javier Pastore. Alors on est là, waouh. Déjà, c'est qui Javier Pastore? 47 parce que quand millions. il arrive de Palerme, peu de gens le connaissent. Je me dis, les gars, mais je viens de faire une saison, j'ai marqué des buts, équipe de France, et 15 millions, on me dit que c'est beaucoup, et là, 47 millions. Donc, on se dit, waouh. Et puis là, il coûte plus cher que Zidane et tout. Ça commençait à prendre une ampleur. Et on comprend pas, en fait. On comprend pas parce que le mec, déjà, on ne le connaît pas. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qu'il fait. Donc, on voit que c'est un talent, un Argentin et tout. On se dit, ok, bon. Si c'est Léo qui construit le projet sportif, on peut que lui faire confiance. Et puis là, t'as les Thiago qui arrivent. Thiago Motta, Thiago Silva, et là on se regarde en mode, ah ouais, ok. Et Thiago Silva, quand il vient, il dit il vient que s'il y a Ibra qui vient. Donc là, quand tu vois qu'il y a Zlatan Ibrahimovic qui signe, tu te dis, ok. En fait, tu fais partie du projet, mais vraiment partie, quoi. Guy, mets-toi là, hein, ne gêne surtout pas, mais ça va bien se passer. Comment tu le prends, ça? Un peu d'orgueil chez l'homme, chez l'humain. Non, Leonardo, il nous dit, les gars, ça prenez ce qu'il y a à prendre. C'est pas la première année, hein, non, la première année, d'abord, c'est Javier. C'est Javier Pastore. Mais ça commence doucement. Vous n'êtes pas champion? On n'est pas champion. Montpellier est champion. Montpellier est champion. On est champion d'hiver. Puis il y a changement de coach entre les deux. Antoine Comboiré remplacé par Carlo Ancelotti. Ouais. Donc déjà, quand on voit qu'il y a Carlo Ancelotti, on se dit, c'est la classe. Là, maintenant, en fait, c'est la classe, mais on le connaît pas. Tu vois, le mystère, on le connaît pas encore. Donc, on se dit, s'il y a ce coach, il y aura forcément les joueurs qui vont avec. Parce que ça marche comme ça, tu vois. Et au début, on comprenait pas pourquoi on vire un coach qui est premier au classement. Tu vois. Donc, tu te dis, mais en fait, il faut faire quoi dans ce club pour pouvoir mériter un respect? Parce que pour le coach Antoine, c'était difficile, tu vois. Et par la suite, tu comprends parce que les égos, parce que c'est une autre dimension, c'est des mecs qui ont joué dans les grands clubs. C'est malheureux, mais c'est comme ça, tu sais. Il aurait pas pu les manager, Antoine? Je sais pas. C'est difficile de dire ça, mais quand tu vois que Carlo, il a même dû de temps en temps engueuler Ibra, remettre tout le monde
C'est que c'est malheureux, mais c'est comme ça. Des fois, tu sais, ta crédibilité, tu la gagnes par rapport à ce que t'as fait dans ta carrière. Et les gens ne font pas la part des choses, tu vois. Et c'est un peu dommage. Moi, j'ai joué en équipe de France et je me souviens à la mi-temps d'un match, il y a un joueur qui entre et Jean-Luc Gasset lui fait une remarque. Je donne pas des noms et lui dit pourquoi tu parles, t'as joué où toi? Et là, il dit ça à Jean-Luc Gasset. Ouais. Et là, je me dis ouais, c'est sous l'émotion. Donc moi, je peux pas. Tu sais, tu réponds pas rationnellement à une émotion. Donc je me dis bon, c'est sous l'émotion, ça va lui passer, il va s'excuser et tout. Mais c'est comme ça. Donc, et je pense que Paris, à un moment donné, se sont dit, bon, pour ramener eux, ils savaient qui allait arriver. Pour ramener ces mecs-là, il faut avoir le coach. Le coach, et malheureusement, c'est Antoine qui paie les frais. Et là, on se dit, parce que moi, Antoine, dans la continuité de Paul Le Guen, il m'a toujours fait confiance, il m'a toujours fait jouer. Et là, je me dis, bon, si même le coach, il est plus là, ça va être chaud. Et puis après, il y a l'annonce de tous ces noms-là, et qui débarquent les uns après les autres. Et Leonardo, il nous dit, les gars, on sait pas combien de temps ça va durer. Lui, il savait que pour lui, ça allait durer 2 ou 3 ans. Un directeur sportif, de toute façon, il y a un turnover. Profitez. C'est vraiment ce qu'il nous a dit, profitez. Donc moi, je savais, quand tu vois que ton référent en poste, nous, on était, à un moment donné, Ancelotti jouait avec 3 attaquants, dont une pointe. Nous, il y avait Néné, Pastore, Gamero, Menez, Ibrahimovic, Lavezzi et moi. Donc le 4-3-2-1, sapin de Noël. Donc c'était, et t'as une pointe là-dedans, tu vois, sachant que Kevin, Ibra et moi, c'était le même poste, tous les 3 internationaux. Donc t'as le profil d'Ibra, donc il faut un profil complémentaire, celui de Kevin. Donc moi j'ai compris que pour moi c'était quasiment la fin de l'histoire, mais je suis rentré chez moi, j'ai pris ma guitare et là je me dis ok, on va calmer. Et je prends un peu de recul, savoir ce qui se passe, tu vois. Et je me dis à quel moment moi je peux me retrouver dans un club avec autant de joueurs de qualité. Tu sais, à un moment ton plafond de verre tu le connais. Moi, mon agent, quand on mange à Guignon, il me dit écoute, ce prix-là, dans 2-3 ans, tu vas être en équipe de France. Je le regarde, je dis bon, oui, c'est bon, oui, par respect, tu vois. Et quand tu arrives, tu dis, ok, mais je sais ce que je donne, je peux pas faire plus, en fait. Donc, t'arrives à un moment, tu te dis, les gars, merci la vie, merci Seigneur, tu remercies tout le monde et toi aussi, parce que mais tu sais que tu peux pas aller plus haut. Donc moi, quand tous ces mecs, ils arrivent et Ibra, mais les gars, c'est le référent à mon poste, c'est le joueur de référence aujourd'hui, grand, athlétique et tout, c'est bon. Là, je veux dire, sans partir, j'ai réussi à jouer dans ce club-là avec autant de stars. Donc, et là, Thiago Motta, Thiago Silva, Maxwell, des mecs incroyables. Alex, Maxwell, mais des pépites humainement. Ah bon? Ah, mais c'est un truc de fou. Alex, tu le vois là, le Brésilien, il fait flipper. Le défenseur central. Big, on l'appelait grosse frappe. Big. Ouais, on l'appelait Big. Mais quelle douceur. C'était incroyable. Moi, je lui sautais sur le dos tout le temps et tout. Il me disait toujours rien. Tu sais, il m'attrapait, il me faisait des câlins. Maxwell, c'était incroyable. Tu sais, si c'est le meilleur ami d'Ibrahimovic, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, et Maxwell, quand Ibra, il fait son Ibra dans les vestiaires et tout, Maxwell est là, il regarde, il sourit parce qu'il sait qu'au fond, il est pas comme ça. Donc, Ibra, on a appris à le connaître et c'est vrai que les gens retiennent ces zlataneries. Nous, on va retenir vraiment, moi, je retiens en tout cas le professionnel que c'était. Parce que il peut se permettre de faire énormément d'autodérision parce que sur le terrain, il est juste injouable. Aux entraînements, c'est la même. Ah, c'était impressionnant. Ouais. Il va chercher sa crédibilité pour lui dans les entraînements parce qu'il sait qu'il a besoin pour performer en match. Et derrière, il se lâche en faisant un peu le clown, quoi. Mais parce qu'il sait que au quotidien, il fait ça, tu vois. Donc, tu peux parler quand déjà t'as un tel niveau et quand tous les jours t'es là et tu donnes. Donc lui, ça a été pour moi une vraie claque, une vraie révélation. Et nous, en France, tu sais, quand ils arrivent, ils pointent du doigt un peu notre professionnalisme. Tu vois, en mode, ouais, les Français, ils sont paresseux, ils travaillent pas. C'est vrai que quand t'arrives dans un club et que t'es titulaire indiscutable, tu te gères la semaine.
c'est pas choquant pour personne parce qu'à un moment donné, tout le monde sait qui va jouer. Donc, il y a une espèce d'acceptation. Et donc, tu te gères pour être performant le week-end. Et en France, c'était rare d'avoir 4-5 attaquants internationaux dans la même équipe. T'en as un, peut-être deux, tu vois. Donc, là, tout d'un coup, on est 7. Les 7, ils sont en sélection, tu vois. Donc, c'était, waouh, on n'a jamais vu ça. Le trêve international, t'as 5 joueurs à l'entraînement. On n'avait jamais vu ça, nous. Donc, quand ils pointent du doigt ce manque de professionnalisme, moi, j'ai trouvé ça injuste parce qu'en fait, c'est juste de la culture. Ça faisait pas partie de notre culture. Nous, jusqu'à présent, t'as un préparateur physique. Tout le monde s'entraîne en même temps. Je veux dire, moi, les 15-15, je cours à côté de Matuidi, tu vois. Donc, c'est pas organisé par poste, par performance, par capacité aussi, par état de forme. Ouais, c'est une formule qui a toujours marché. Donc, nous, on a grandi avec ça. Préparation physique, on est tous ensemble, on court, bref. Et puis, il y avait pas d'individualisation. Non, c'est pas encore. Après, c'est peut-être les moyens, mais je veux dire, voilà, nous, jusqu'à présent, je me dis, mais non, mais on est professionnels, tous les jours, on va s'entraîner. Je vois pas pourquoi ils disent ça, tu vois. Et puis là, eux, ils arrivent avec les moyens, bien évidemment, illimités. Mais en fait, tu comprends parce que, ben oui, ils arrivent des grands clubs. Donc forcément, dans les grands clubs, t'as les meilleurs joueurs. Donc il leur faut le meilleur entraînement, les meilleures conditions. Et puis Ancelotti, Carlo, quand il arrive avec un staff. Ibra, il arrive avec son physio. Tu te dis, mais c'est... Son physio, il a un préparateur avec lui, personnel? Ouais, il a ramené le physio du Milan AC avec lui. Et il est qu'avec lui ou il travaille avec vous aussi? Il est là avec nous, mais il s'occupe en particulier d'Ibra. Et le kiné s'occupait essentiellement, peut-être pas exclusivement, mais d'Ibra. Il s'occupait de lui. Ouais. Donc c'est là, en fait, nous les joueurs, évidemment tu parles d'ego, tu te dis, waouh, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, en fait, ça compte pas, quoi. Alors que c'est pas ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire, t'es là avec nous, parce qu'on valorise ton travail. Par contre, on va rajouter de la qualité. On veut être la meilleure équipe de France. Mais forcément, tu sais, c'est chacun sa carrière. Donc forcément, il y a un peu d'ego dedans. Il y a que ça, en fait. Là, tu le dis aujourd'hui, on est plus de 10 ans après. Est-ce que tu le comprends tout de suite? Tu le comprends, mais c'est le vivre, en fait, qui est pas facile. Parce que tu l'as jamais vécu. Et tu sais, quand ce physio, il arrive aussi du Milan pour s'occuper en particulier des Italiens, même les physios qui étaient déjà là, ils l'ont eu mauvaise, hein. Ah oui, tu vois, même le staff médical, ils sont là en mode, ouais, en fait, quoi, nous, on sait pas travailler. Donc, c'était un changement radical pour tout le monde. Donc, forcément, t'as un peu d'émotion, t'as énormément d'ego parce que personne veut quitter le PSG, en fait, tu vois. Donc, pas maintenant. Bah, voilà. Pas quand ça devient ce Paris Saint-Germain. Néné, il avait pas tout, enfin, ouais, il n'avait pas tout saisi, peut-être pas tout compris, et puis peut-être qu'il avait plus d'ego, ou il s'était peut-être dit aussi, mais moi je peux jouer. Ouais, mais c'est vrai, mais en fait c'est ça, c'était à chacun comment il allait pouvoir s'exprimer. Et t'en as Christophe Jallet, par exemple, il a réussi tu vois, pendant longtemps à faire partie de ce projet. Et c'était le capitaine aussi à un moment. Donc t'as des mecs quand même qui ont su composer avec la nouvelle version du PSG QSI, mais c'est le vivre au quotidien. Tu sais, quand ça arrive, à un moment donné, tu dis, bon, c'est cool. Et puis, oui, c'était cool parce que, comme je t'ai dit, c'est comme si, en restant dans le même club, j'étais dans un nouveau club, tu vois. Donc, quand il y a tous ces trucs qui arrivent, tous ces mecs qui débarquent un peu de partout, ils sont en train de faire un restaurant là-haut parce qu'ils veulent qu'on prenne le petit-déj ici, les GPS. Il y avait un ordinateur sur le terrain, et puis ils nous ont donné des GPS. Les GPS depuis quand? On connaît pas ça, nous. Tu vois? On avait des pills, des pilules à prendre le matin, tu vois, des trucs de vitamines et tout. On sait pas ça, nous. Vous l'avez pris? Ouais. On prenait, on jetait, on prenait pas, on sait pas ce que c'est, tu vois? Moi, je m'en souviens, quand je parle individualisation du travail, tous les grands, quand il y avait un match, par exemple, Lorient synthétique, on est à part. C'est limite, on joue pas, on est à part, entraînement à part. C'est-à-dire, ils ont fait créer un banc de sable, on s'entraînait dans le sable, tous les grands. Momo Sissoko, Ibra, moi, Mamadou Sakho, on était là, Alex, dans le sable, on avait un entraînement spécifique. T'avais Giovanni, l'assistant de Ancelotti, on faisait les séances d'intermittents. Et tu sais, jusqu'à nous, on a grandi avec allez les gars, il reste 2 minutes, c'est au mental, on va la chercher. Avec Giovanni, c'était pas ça. À chaque fois que tu passais, regardais ta montre. Et à un moment donné, mon cœur, il montait plus, tu vois. Et il restait peut-être 2 minutes.
Il me dit, tu t'arrêtes. J'ai dit, non, coach, non, tu t'arrêtes. Je veux pas faire de l'acide lactique, je veux juste, c'est toi. Tout ça, c'est ton cœur, c'est toi. Je te demande pas de faire la même chose que lui. Et là, je me suis dit, ah ouais. Là, c'est une autre approche, en fait, du travail physique. Et t'optimises tout. Et moi, comme j'étais en STAPS, j'adorais ça, l'anatomie et tout. Donc, j'ai commencé à apprendre. J'étais très relou avec les médecins quand je me blessais. Je posais toutes les questions. Ils voulaient qu'ils me traduisent les échos, alors qu'il faut des années d'études. Et puis, il n'y a pas que ça. Ils ont créé une pente. Ils ont créé une pente sur laquelle on faisait des sprints. Et on se dit, mais what the fuck, c'est pourquoi ça? Et ils t'expliquent, ils te disaient, bah écoute, ça limite le risque de blessure, en fait. Comme t'es comme ça, et pas comme ça, donc le muscle il est déjà un peu, tu vois, je pourrais pas t'expliquer, mais c'était vraiment pour limiter les risques de blessure. C'est pas pour la difficulté de l'effort. Non, c'est pas ça, c'est pour éviter parce que c'était plus dur de faire la pente. C'était pour éviter les claquages. Et puis là tu cours, tu avais Nick, paix à son âme aussi, qui nous a quittés, et le staff technique qui expliquait, c'était Paul Clément, qui expliquait le contenu de la séance. Et puis tu avais le préparateur physique qui disait voilà l'objectif physique de la séance. On avait chacun un objectif physique, c'est-à-dire un nombre de kilomètres, un nombre de sprints en haute intensité. Donc on devait à chaque fois cocher par rapport à ce qui était demandé physiquement pour la séance. Tu avais l'ordinateur sur le terrain, tu t'entraînais, tu passais à côté de l'ordi, tu regardais où tu étais par rapport à ton objectif, et c'est comme ça que tu gères ta séance. Parce que gérer, c'est en mode ouais, là je pas trop faire, non. Gérer, en fait, c'est c'est ton entraînement, c'est ton objectif. Si t'as pas réussi à atteindre cet objectif-là, ils vont pas te dire t'as pas envie de tenter, non, ils vont te dire ok, il te manque ça, donc à la fin on fait un complément. Par contre, si tu donnes, une fois que t'as atteint ton objectif, tu peux gérer ta séance pour la terminer sans risque de blessure. Et si t'es au-dessus, ils vont te dire sors. Et là tu te dis mais c'est jamais vu ça, moi. Et du coup, tu sais, t'enclenches différemment par rapport au travail physique. Tu prends plaisir à le faire. Et au final, nous, je me souviens, le petit groupe, le petit gang de Saint-Nom, là, Sylvain, Christophe, moi et tout. Christophe Jallet, Sylvain Armand. On était toujours dans nos objectifs, tu vois. Donc, le coach, juste pour ça, il avait du respect. Il avait du respect. Tu sais, moi, quand je quitte Paris, on est à Doha, là-bas, il me fait un hug, tu vois, il me fait un câlin, il pleure, hein. Carlo Ancelotti. Là, il me dit, Guy, je suis désolé, je pouvais pas te faire jouer plus, en fait. Mais j'ai dit, coach, c'est ok. C'est ok parce que humainement, ce qui nous a appris par rapport à l'approche, par rapport au travail qu'on faisait, et même la gestion de l'ego, tu vois, et la gestion, le management. Moi, comment il me traitait par rapport à comment il traitait un Ibra, il n'y a pas de différence, en fait. Tu vois, je veux dire, sur le terrain, on sait, Ibra, c'est là, tu vois, donc il peut pas demander à moi la même chose. Mais en dehors, tu sais, il venait à Saint-Nom faire les barbecues avec nous, hein. L'anniversaire et tout, il est là, il débarquait, je jouais de la guitare, lui, il chantait. C'était un coach humainement. Voilà, il est là avec toi et il fait pas de différence en fait. Donc moi ça a été de loin le Mister, c'était de loin la personne que j'ai le plus apprécié parce qu'il m'a appris à appréhender, à aborder mon travail différemment et c'est pour ça que j'ai dit moi la pilule elle est mieux passée. Parce que justement, il y a eu tout ça. Après, derrière, forcément, quand on te dit tout ça, c'est super, ton investissement, l'entraînement et tout, on n'a rien à te reprocher. Et une semaine sur deux, t'es dans les tribunes. Là, c'est la réalité, quand elle frappe, elle fait mal. Donc, et à un moment, forcément, tu te dis, oui, mais à quoi bon? T'avais envie de jouer. J'ai envie de jouer. Donc l'histoire, en fait, pour moi, elle pouvait pas. Je pouvais rester et finir mon contrat, mais certains l'ont fait. Ouais. En allant au bout de leur contrat, ce sont pas les mêmes salaires. Il y a cette dimension-là qui se comprend totalement. Ouais. C'est pas un gros mot de se dire je vais aller au bout de mon contrat. Comme tu as le droit de faire respecter ton contrat. On a mis le couteau sous la gorge de personne pour le signer, ni la tienne, ni celle du dirigeant qui l'a signé au départ. Donc ça peut se comprendre. Ouais. Alors aujourd'hui, je me dis, j'aurais bien aimé finir la saison, au moins fêter le titre et tout. Mais je parle pas de regrets, tu vois, parce que les choix que j'ai fait par la suite, moi, dans ma vie à moi, m'ont permis de me rapprocher un peu de ce que je suis.
Quelle était ta relation, ou quelles étaient tes relations avec Zlatan? Du respect, franchement. Il venait au barbecue ou pas? Non, Zlatan n'est pas au barbecue. Il habitait à Paris, il n'est pas dans le 7-8. Ça, c'était pour les gars du 7-8. Non, Ibra, tu sais, il y avait la polémique déjà quand il arrive. Est-ce que Waro va lui donner le numéro 9 ou je sais pas quoi. Il arrive, prend le 18 et lui, il me dit, c'est un numéro. J'ai jamais demandé à porter le numéro 9. Donc, t'inquiète pas, moi, je suis chill par rapport à ça. Donc, c'est la presse, ils ont essayé. Il te le dit. Ouais, il me dit, tu veux garder ton numéro, garde-le. Moi, je lui dis, Ibra, tu veux le 9? Il me dit, mais je m'en fous, moi, c'est un numéro. Donc, il prend le 18, 1 plus 8 à la Zamorano, je te jure. Et là, d'entrée, je me dis, ouais, en fait, on est en train de nous monter une histoire d'un mec inaccessible, alors qu'il est. Moi, j'ai essayé d'arriver le premier à l'entraînement. J'aurais aimé, pour dire, faire de la muscu, tout. Non, c'est pour la musique. Mettre de la musique d'abord. Donc, j'ai la vérité, les gars. T'allais me dire. J'ai changé moi aussi mes habitudes. C'était pour être sûr d'avoir la connexion Bluetooth. S'il y a une place que je peux pas perdre, c'est bien celle-là, tu vois. Et la chance que j'avais, c'est que Ibra, il kiffait le reggae. Alpha Blondy, il kiffait. Moi, c'était beaucoup Bob Marley, mais je mettais playlist de reggae, tu vois. Et ça, il kiffait. Il m'appelait Ziggy Marley. Et une fois, je me souviens, j'étais sous la douche, en train de chanter mon reggae comme d'habitude. Et là, il débarque, il me dit, tu t'en fous ou c'est comment chez toi? J'ai dit, comment ça? Parce qu'il y avait à un moment donné une certaine tension, parce que forcément, t'avais un peu le groupe des Français, on se sentait un peu quand même laissé de côté, mis à l'écart, parce que ça y est, c'est compliqué pour nous, tu vois. Donc et ça se ressentait un petit peu, mais ça n'a jamais pris plus d'ampleur, parce qu'au final, chacun a trouvé son rythme et sa relation avec ce nouveau PSG. Et il me dit, Ibra, sous la douche, toi, tu fais jamais la gueule, tu te plains pas et tout. Je dis, tu sais, en fait, t'as ton histoire, j'ai la mienne. Tu comprendrais pas. Déjà, je te rappelle, c'est toi, mon concurrent direct, donc c'est pas monsieur Intel. Et je dis, laisse-moi 5 minutes au moins, laisse-moi jouer 5 minutes de temps en temps. Mais il me dit, un jour tu seras à ma place et tu verras. Ne laisse jamais rien à personne. Et il y a pas de pitié. Et j'ai compris par la suite, tu vois, non. Et justement, il a essayé de me faire comprendre que justement par rapport à ton histoire à toi, ne fais de cadeau à personne. Mais il a vu, moi, que j'étais vraiment pas différent, tu vois, mais j'allais pas comment dire, m'apitoyer sur mon sort. Je veux dire, je relativise, tu vois. Bien sûr que je suis triste, bien sûr que j'ai envie de jouer, mais je suis conscient, je suis lucide que c'est juste impossible, les gars. Enfin, Ibra, c'est toi mon concurrent direct, donc je peux pas. Donc si je peux, je mets, oui, ma bonne humeur, mon énergie, parce que quand vous gagnez, même si je joue pas, je gagne aussi. Donc on avait une relation, elle était pas intime, mais il y avait du respect mutuel, je pense, parce que je l'ai recroisé quelques années après à Milan en tant que consultant, et lui nouveau poste au Milan AC. Et, il m'a vu au loin, il m'a dit viens, et puis on a parlé un peu 5-10 minutes, on s'est fait un câlin. Donc il m'a pas oublié, tu vois. Donc, je sais pas quel souvenir il a de moi, mais il m'a pas oublié, donc c'est cool. La suite après le Paris Saint-Germain? Ouais. Alors, la suite après le Paris Saint-Germain, moi, j'ai Everton qui appelle mon agent, qui commence à parler. J'ai pas envie de partir pour le moment. Je dis à mon agent, écoute, là, ça va être la trêve, je rentre à La Réunion pour les fêtes et puis je finis la saison, on verra, quoi. Mais Everton, il me dit, t'en penses quoi? J'écoute l'Angleterre, bah oui, forcément. Et puis, entre-temps, il y a un agent que je connais qui m'appelle, qui a un joueur en Chine. Il me dit, écoute, le club cherche un attaquant, est-ce que ça peut t'intéresser? J'ai franchement, appelle mon agent. Je lui dis pas oui, je lui dis pas non, je lui dis appelle mon agent, vois avec lui. Et puis mon agent, il m'appelle, il me dit écoute, il y a un club en Chine qui est intéressé. Mais dans ma tête, je dis non, mais il y a Everton. Il dit ouais, écoute, Everton pour le moment, ça se fait pas parce qu'ils doivent vendre Fellaini ou je sais pas quoi. Je dis ouais, écoute, on verra. C'est pas une
C'est important. Et puis là, il me rappelle, il me dit, écoute, ils ont 48 heures, sinon... Donc, il a mis un peu la pression par rapport à ça. Et puis, à un moment donné, il a trouvé les arguments et j'ai dit oui, je suis parti. C'est quoi les arguments? Les arguments, t'as commencé le foot tard, là, c'est un contrat qu'on peut pas refuser. Aujourd'hui, voilà, tu me dis que t'as vécu sportivement le plus haut, donc c'est une opportunité à prendre ou à laisser. Donc, ouais, j'ai pris. Est-ce qu'à 20 ans, on en parlait tout à l'heure, est-ce que, alors un petit peu plus de 20 ans, à 24 ans, au moment où tu peux aller au Paris Saint-Germain, si la Chine arrive avec cette dimension-là? Non. T'aurais pris, parce que t'avais pas vécu ce que t'as vécu au PSG. Ouais, c'est, moi quand je le fais, j'ai 28 ans, je veux pas partir en Chine, je me dis, forcément, il y a que l'aspect financier qui t'attire, mais j'avais vu déjà des problèmes avec Drogba, Nelka, je me dis la flemme quand même, parce que bon, l'Angleterre t'es bien payé, et puis à un moment il faut faire ce choix, tu sens un peu l'étau se refermer, et de l'autre côté ça avance pas, je me dis bon bah, là, à ce moment j'habitais avec un de mes cousins de la Réunion, je lui dis t'es chaud toi pour aller en Chine? Il me dit écoute Guy, moi où tu veux je te suis, hein, vas-y on y va. Et là, je me dis, bon, bah, on ferme la porte sur... on laisse la porte entrouverte sur cette carrière de footballeur parce que tu sais pas où tu vas, là. Et je me dis, ok, c'est peut-être le moment de penser à l'avenir, à demain, et du coup, je prends ce contrat, je vais quand même jouer au foot. Je me dis, bon, la musique, si je fais une chanson et que ça marche en Chine, ils sont des milliards, ça cartonne, je suis bien. Tu penses à ça? Ah ouais, direct. Donc moi, je vais là-bas, je me dis, je me prends ça, je me fais mon studio de musique, bam, donc dans ma tête, ça y est, j'ai décroché, tu vois. J'ai décroché parce que je me dis... Avec ce que je viens de vivre là, avec ce PSG là, en Chine, je sais pas ce qui m'attend. Donc, et je pense que ça a été mon erreur, tu vois, parce que ce côté compétition, forcément, quand tu vas dans ce genre de pays pour ces montants-là, il y a c'est pas la flamme qui s'éteint, tu vois, mais tu sais que c'est bon, tu vois, t'es jugé sur ce que t'as fait, donc dans un pays comme ça va suffire. Comment ils vivent le foot là-bas? Bah écoute, j'ai été surpris hein, parce que le niveau, il y a eu les 2-3 meilleures équipes, il y avait que des Brésiliens et les meilleurs Chinois, parce qu'au final c'est un sport co. Donc si t'as pas les meilleurs Chinois avec toi, c'est compliqué. Et moi je me suis retrouvé dans une situation où je pense que ça a été le karma, parce que ça a été un choix que j'ai fait à contre-cœur. Aujourd'hui je peux le dire parce que c'était la vérité. Et le karma c'est ça, c'est quand tu fais les choses à contre-cœur, à un moment donné, l'énergie que t'envoies, c'est ce qui revient. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé dans un club, 2 clubs d'une ville qui ont fusionné, président et directeur sportif qui peuvent pas se blairer. Donc moi j'ai signé, mon agent il a parlé avec le président, et l'autre agent qui m'avait appelé, il parlait avec le directeur sportif. Donc clash d'entrée quand je signe mon contrat. En gros, s'ils ont pas leur com, le directeur sportif et l'autre agent, ben ils jouent pas. Donc ils ont fait virer le coach. Le directeur sportif a pris l'équipe et me faisait pas jouer. Donc en gros fallait que je paye pour jouer. Donc les 3-4 premiers mois je jouais pas et j'étais pas payé. Donc là j'ai dit à mon agent... Ah, t'étais pas payé en plus? J'ai dit à mon agent, écoute, bah c'est mort. Je le savais d'entrée, tu vois, mais je dis c'est mort, donc faut trouver une porte de sortie. Et puis un jour il te paye les 3 mois d'un coup, donc tu souris, il dit ah voilà, parce que c'est quand même la raison pour laquelle je suis venu. Mais sportivement il se passe rien, tu vois. Et là ça fait 3-4 mois, j'avais fait une préparation, j'avais mis des buts et tout. Là pendant 3-4 mois... plus rien, donc t'as décroché mentalement, physiquement, t'es à la rue. T'as pas envie. T'as pas envie, tu sais, là-bas t'as Seydou Keita quand même qui est là, et puis Seydou, il arrive de Barcelone, lui, tu vois. Et en fait c'est ça, c'est que tous les Européens, à un moment donné, bah notre spleen, on le traîne et on le partage. Tu vois, on n'est pas là à se soutenir les uns les autres, vas-y, on peut le faire, et tu sais... Qu'est-ce que j'ai fait de venir ici? C'était que ça, tu vois. Donc, t'étais très négatif sur le plan sportif, mais humainement, avec mon cousin, mais qu'est-ce qu'on a kiffé? Ah ouais, tu sais, on avait une rue, là, il y avait que des bars et tout, on avait une salle dans laquelle on faisait des concerts. Je me souviens, un week-end, il me dit, Guy, t'es pas dans le groupe? J'écoute, j'ai mon cousin, on est venu ici pour l'argent. Eh ben, tu sais quoi? J'ai loué un jet privé. C'est la première fois que je faisais ça. Jet privé, bam, on est parti à Pékin. En week-end, on a fait la muraille de Chine, on s'est fait notre trip en mode
ok, sur le foot ça marche pas, c'est quand même mon parrain c'est un Chinois, historiquement c'est un pays qui est riche, donc autant optimiser le temps sur place quoi. Et là on a passé un temps incroyable parce qu'on a dit ok, on va être nous-mêmes. Donc on vivait avec les Chinois. Notre chauffeur quand on part il pleure. Je lui ai laissé toutes mes affaires dans la maison, tu vois. Et les gens là-bas, ils nous ont vraiment appréciés. Tu sais, même le public, les supporters, ils comprenaient pas. Oui, lui, il est cool, il est là dans la rue, on le voit avec nous et tout. Il participe au truc des coutumes. Et puis moi, c'est pas mon genre de balancer, tu vois, ce qui s'est passé. Donc après, les résultats, ils étaient pas bons. Donc ils changent le coach, ils ramènent un Serbe et là, ils me font jouer. Mais comme je t'ai dit, c'était fini. C'était fini parce que j'étais éteint complètement jusqu'au jour où je me blesse et j'avais même plus le droit de venir au centre d'entraînement pour me faire soigner et tout. Je me suis fait soigner avec le docteur Éric Roland qui était au PSG parce que mon cousin, on a voulu apprendre le chinois quand même. Mon cousin, en 8 mois, il parlait quasiment chinois. Ouais, ils m'ont déçu, donc je l'ai pas fait, j'avais pas la motivation. Donc et en plus, il a trouvé le moyen d'apprendre plus vite. Il s'est mis avec une chinoise, tu vois. Donc du coup, grâce à des amis qu'on avait en commun là-bas chinois, bon, j'ai pu aller à l'hôpital faire une radio. Mais t'as fait ça par tes propres moyens, c'est pas le club qui t'a emmené. Non, tu t'es blessé où? Le club, il voulait ma cheville. D'ailleurs, j'ai une cheville, elle est comme ça parce que c'est les séquelles de la Chine. Hein. J'ai pas fait de tatouage de la Chine, mais j'ai une cheville. Mais le club, il s'occupe pas de toi. Pourtant, mais à la fin, en fait, le divorce, il était. Ouais, le directeur sportif voulait plus de moi. Il m'envoyait des gars à la maison en mode avec des contrats, des discussions qu'ils avaient avec la Turquie et tout. Le gars, il était en bas de chez moi, il sonnait. Je dis à mon cousin, on n'ouvre pas, il rentre pas. C'était que des trucs comme ça. Ils t'ont menacé? Non. Mais je pense que non, ça a été loin. On a été en procès, ça a duré longtemps. Et du coup, j'ai dit à mon agent, écoute, je peux plus, c'est mort. Donc trouve une solution, faut qu'on parte. Et pour finir cette histoire, en fait, j'envoie ma radio que je fais en Chine à mon médecin Éric Roland et Jérôme Andral qui à l'époque sont au PSG. Et heureusement que j'avais mon Game Ready avec moi, donc les jeunes, le Game Ready c'est important. Et je me suis soigné tout seul. Et puis là, je rentre au bout de 8 mois, lessivé mentalement, parce que rien ne s'est passé comme prévu, tu sais. Donc je me dis, j'ai gâché mon rêve, quoi, tout seul, par un choix. Mais sur le moment, t'as pas le recul, tu vois, parce que c'est une étape aujourd'hui qui a été importante pour moi. C'est pour ça que je peux pas parler de regret. C'est un choix que peut-être il aurait pu être différent, mais j'aurais pas eu tout ce recul parce que ce qui se passe pendant 8 mois quand t'es en Chine, il y a un tri qui se fait naturellement autour de toi. Tu passes de numéro 9 au PSG où ton téléphone il sonne, où les mecs ils bossent pour toi, ou du jour au lendemain, plus personne. Hein. Donc là tu dis là on y est, là on est dans le vrai, tu vois, là on sait sur qui compter. Et il y a pas grand monde en fait. Et puis derrière je reviens en France et toi, à cause de toi, je vais avoir des problèmes. Alors, pendant mon passage en Chine, il y a Christophe Galtier qui me parle souvent au téléphone. Il est à Saint-Étienne. Il me dit, Guy, reviens. Et viens à Saint-Étienne. Reviens en France. À Saint-Étienne, je te prends. Donc, voilà, ça je mets de côté. Donc, je rentre en France. Là, j'ai vu mon fils une fois dans l'année. Donc, je vais directement à Bordeaux. Il habite là-bas. Et j'ai un pote avec Ted Lavie, c'est un joueur avec qui j'ai joué à Guignon, il était prêté par Bordeaux. Lui, il s'entraînait avec un petit club dans la région bordelaise et je lui ai dit, écoute Ted, je vais rester un moment ici, là, j'ai besoin de respirer, je vais avoir mon fils et tout, mais il faut que je me maintienne en forme, tu vois. Il me dit, viens t'entraîner avec nous. Donc j'ai fait ça. Bordeaux c'est petit, donc Jean-Louis Trio a eu vent de mon passage à Bordeaux et puis il appelle mon agent et je signe à Bordeaux jusqu'à la fin de saison. Et donc je suis content, je suis proche de mon fils et tout et là ça a fait du bien, de revenir, mais je reviens, c'est comme si pendant 1 an t'as pas joué quoi, hors de forme. Donc je signe à Bordeaux. Où là je dis à Francis Gillot, honnêtement, écoutez coach, je suis pas prêt. Donc Eric Bédoué, le préparateur physique avec qui on s'est tout de suite entendu, c'est un mec extraordinaire. On s'est dit, il te faut au moins 3-4 bonnes semaines pour ne serait-ce retrouver le minimum, la base, tu vois.
Au bout de 2 semaines, je fais 3 matchs dans une semaine. Je me blesse. Ah bah, c'était sûr. Voilà. Dont un match contre le PSG en Coupe de la Ligue. Et mon histoire avec Bordeaux, malheureusement, elle est pas. Voilà, j'ai marqué 2 ou 3 buts. Il y a eu cette blessure. Sportivement, voilà, ça n'a pas été le meilleur moment de ma carrière, mais en tout cas, c'est le club qui m'a quand même donné cette chance de me remettre mentalement. L'essentiel était peut-être ailleurs. Ouais, t'étais à côté de ton fils. Il y avait plein d'autres choses. C'est pour ça qu'on aime parler dans Campo du foot et des hommes avec un grand H pour. C'est une histoire d'homme, de papa qui veut être à côté de son fils là. Ouais. Ah mais c'est clair, c'est exactement ça. Et puis j'aurais aimé que ça se passe mieux à Bordeaux parce que c'est un club qui nous a fait mal avec le PSG à l'époque. Et puis j'ai rencontré des super mecs, des Marc Planus, des Julien Faubert et tout. Enfin, on a quand même bien rigolé. Et je me suis dit, la vie à Bordeaux, c'est quand même pas mal, mon fils y est, donc why not, tu vois. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Francis Gillot, qui était le coach, il ne reste pas. Donc mon contrat, après, il est pas prolongé. Et qui revient à la charge? Christophe Galtier, Saint-Etienne. Guy, c'est bon. On t'a vu, t'as marqué et tout à la fin, t'inquiète, on va te retaper, viens chez nous. Parfait. Coupe d'Europe et tout, ils font l'Europa League, vamos, tu vois. Donc j'ai dit à mon agent, écoute, vas-y, Saint-Etienne, c'est très bien pour remettre le pied à l'étrier. Il y a Claude Makelele à l'époque qui prend Bastia en tant que coach, il m'appelle direct. Petit, viens chez moi. Et j'ai dit, Claude, désolé, à Saint-Etienne et tout, ils font la Coupe d'Europe, comprends-moi. Tu sais, je me sentais pas bien parce qu'il a tant fait pour moi à Paris. Je me suis dit, si Claude il m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un signe. Donc peut-être faut que j'y aille, quoi. Et puis la Corse, il fait beau là-bas. Il me dit, il comprend. Il me dit, y a pas de problème. Si c'est bon, dis-moi. Nous, on va faire le forcing pour du coup ramener Brandao. Donc si Brandao il part de Saint-Etienne, ils me prennent moi et lui va à Bastia. Donc c'est ce qui s'est passé. Mon agent se met d'accord avec Saint-Etienne. Jamais raconté cette histoire, les gars. Se met d'accord avec Saint-Etienne. Donc je descends à Lyon, on discute, ça se passe bien, on se met d'accord, blablabla. Le week-end, moi je m'entraînais avec la réserve du PSG, avec Bertrand Roseau à l'époque, avec Prisnel Kipembe. Et mon agent me dit, écoute, on doit régler 2-3 détails encore sur le contrat. Ils sont pas d'accord sur 2-3 trucs. Bref, comme j'ai toujours fait, c'est son travail. Et puis dimanche soir, je reçois un message du directeur sportif et de mon agent. Ton billet de train pour lundi, descends, ton contrat t'attend, on signe. Oh, trop bien. Dimanche, je prends le train, je descends. J'arrive à Lyon, Saint-Etienne et tout, bon. Et puis, il y a personne. S'il vous plaît, vous êtes où là? On avait dit midi, il y a personne. Mon agent, t'arrives à la gare à Lyon? J'arrive à Lyon, il n'y a personne. Au lieu de rendez-vous. Mon agent, il arrive, il me fait, t'as appelé? Ouais. Bloqué. Il ne nous répond plus. Écoute, on reste là, on attend jusqu'à 16h, et puis après, on verra, quoi. Donc, j'ai jamais eu de nouvelles depuis ce jour-là. Donc, alors que je suis descendu à Lyon pour signer mon contrat. Donc, fait attendre à la gare. Ouais. À Lyon, t'as attendu où? Un Starbucks à la gare. On était là, à côté avec mon agent. Il était vraiment. C'est la première fois que j'ai vu mon agent désabusé comme ça. Il était vraiment pas bien, et pas bien pour moi aussi, tu vois. Et moi là, je me suis dit waouh. Là, j'ai commencé à flipper parce que le marché de transfert allait se refermer. Non, mais t'as pas envoyé un message à Christophe Galtier? On a envoyé un message à tout le monde. À tout le monde. Mais qui bloqué de partout, personne ne nous répond. Le coach ne me répond pas, le directeur sportif il répond pas, et le lendemain ou le surlendemain, on apprend dans la presse qu'il signe Ricky Van Zwinkel, voilà, qui venait du Sporting, voilà, le néerlandais. Ils prennent lui. Qui n'a pas fonctionné du tout à Saint-Étienne. Et que je retrouve au FC Bâle 2 ans après. T'avais réussi à le dire ou pas après? Non. Et là, je me dis, mais waouh, en fait, ça, j'aurais pu comprendre pourquoi on me le dit pas. Après, je crois que le coach, il m'a écrit plusieurs semaines après, il me dit, ouais, désolé, mais tu sais, le foot, des fois, il se passe, bref. Je sais plus la teneur du message, je veux pas dire de bêtises. Mais, et c'est là où je me suis dit, ok, avec ce que j'ai vécu au Havre, tu vois, on compte sur toi, mais on te fait pas jouer. Au PSG, on va faire un grand projet, on te veut dedans. Et la Chine, et là, Saint-Etienne, je me suis dit, en fait, il va falloir verrouiller un petit peu plus, se durcir un peu plus, parce que
trop bon, trop con. C'est vraiment ce qui se passe. Si tu ne t'armes pas un peu plus. Donc tu vois que, voilà, on parle souvent de l'envers du décor, les dessous du football. Tu vois que il y a des choses aussi qui malheureusement tu ne peux pas maîtriser, qui ne dépendent pas de toi. Donc faut prendre du recul. Mais le vivre, ça a été compliqué. Compliqué parce que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Donc à un moment donné, tu commences à avoir des doutes. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai encore le niveau? Et puis là, j'ai eu une opportunité. Il y a le FC Bâle qui appelle mon agent, qui font la Ligue des Champions, qui vont séparer de leur attaquant Marco Streller qui doit aller à West Ham. Ils sont intéressés. Last minute, il ne part plus. Il finit sa carrière à Bâle. Et là, je dis à mon agent, bon, bah, c'est, la loi dit, là, ça continue, là, je suis en train. Terminé, que tu vas rien trouver. Je sais pas pourquoi je paye, mais là, waouh! Paye cher. Ouais. Et puis, Young Boys qui entend parler de moi via un autre agent et qui s'intéresse. Et je dis à mon agent, écoute, tu sais, l'année dernière, j'ai fait un choix, dicté par l'argent. J'ai été très cupide. Là, je mets la passion avant tout. Donc, Berne, Young Boys de Berne, je savais même pas que ça existait comme club. Young Boys de Berne, je sais pas où ça se trouve. C'est à Berne, sa capitale. Ben, c'est très bien. Après Paris, vas-y, viens, on y va. Et j'arrive là-bas, un calme absolu. Et je me dis, enfin, je m'en fous. Vous savez, ils me payaient 50 000 bruts, alors que j'avais signé 4 millions à l'année en Chine. Donc, net, ouais. Que j'ai jamais vu d'ailleurs. Je tiens à le préciser que j'ai jamais. T'as pas eu les 4 millions de la première année? Pas tout? Pas tout, rien. Quasiment rien eu. Et je me dis, il est là, en fait. Il est là, au-delà. C'est au-delà de ta carrière. Moi, c'est ça. C'est ça aujourd'hui, pour moi-même. On parle de l'homme, tu vois, t'as fait un choix par rapport à t'as négligé ta passion. Donc, là, en fait, c'est ta deuxième chance, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit, je veux jouer. J'ai repensé, quand j'avais mes 19, 20 ans, je veux jouer. Et j'ai dit à mon agent, on va là-bas, on signe 6 mois, je me relance et après, j'ai confiance. Je veux jouer. Je signe 6 mois et je reste 6 ans. 6 ans en tout? Ouais. Wow. Ouais. Ah, tu vois, j'avais beaucoup moins. Ouais, j'ai 6 ans, j'arrondis, tu vois, parce que Et voilà. tu t'es éclaté? Ça fait 10 ans que maintenant j'y suis en Suisse et je me suis éclaté comme jamais. T'as retrouvé le goût du foot, la passion du foot, et en Suisse. Mais ouais, en Suisse, parce que tu sais, après t'entends tout, hein, ouais, mais c'est normal, ils marquent là-bas, le championnat ivoirien et tout. Mais j'ai vécu tellement de choses entre la transition, entre être nobody, d'être quelqu'un reconnu en France, passer aux oubliettes, être négligé et être oublié, manque de respect. Enfin, j'ai tout connu où je suis arrivé à un stade où, les gars, moi là, on a tous nos fardeaux. Moi, mon sac à moi, il est plein. Donc, j'ai besoin de me retrouver, de me recentrer. Donc, moi, vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Donc, laissez-moi tranquille. Je marque mes buts. Je joue tous les week-ends. Je marque des buts. On joue le titre. Et puis là, j'apprends que si t'es champion, tu fais la Ligue des Champions direct. T'as envie de rebooter. T'as envie d'écouter la musique. J'approche la trentaine. Quel club aujourd'hui peut me permettre de jouer la Ligue des Champions? Allez, on va dresser la liste. Il n'y en a aucun. Donc là, je dis, les gars, en fait, il est où le problème là? Ouais, mais il y a le FC Bâle. Ouais, mais vous êtes deuxième pendant, peut-être, faut juste se le dire, quoi. Et ils ont monté un projet. 32 ans après, on ramène le trophée de champion à Berne, dont le coach, qui est un certain Adi Hutter à Monaco aujourd'hui. Et on réécrit l'histoire des Young Boys. On fait la Ligue des Champions. On bat la Juve de Cristiano Ronaldo. Ouais. Tu sais, sur votre terrain synthétique. Tu vois, mais et là je la revis. Là, je vis mon histoire. Je suis acteur, tu vois, et je suis le nouveau Ibrahimovic de Berne. Est-ce que t'as laissé un peu aux autres? Est-ce que t'as été indulgent ou tu t'es servi de ce qu'a dit Zlatan? T'as dit, je laisse rien, je prends tout. Non, je croque tout.
ça a été mon intention, mais après je suis pas Ibra, c'est quand même une force de la nature, hein, mais dans le fond, ça a été ça, mais à ma manière. Donc ça a été une belle revanche par rapport à moi-même, à mes erreurs aux choix, pas les erreurs, les choix que j'ai fait. Et je me dis, s'il y avait pas eu ça, il y aurait pas eu ça. Tu vois, donc c'est pour ça que tu peux pas séparer ce choix que j'ai fait pour la Chine qui a été une belle connerie, mais de cette connerie là j'ai la deuxième partie de ma carrière où je me réconcilie avec ma passion et là je me dis bah ouais, en fait c'est que ça, en fait on est footballeur. C'est pour ça que après la carrière il y a une dépression, c'est pour ça qu'il y a des mecs à 42 ans ils courent encore même en Arabie Saoudite, parce que c'est leur nature première, c'est le footballeur. On ne sait pas qui on est quand on n'a pas la tenue. Donc, tant qu'on peut pousser le truc, on pousse. Heureusement que tu avais aussi cette partie d'homme, d'artiste, tu vois, de passion, ou ça a été compliqué quand ça s'est arrêté pour toi? Non, c'est compliqué dans le sens où... en fait, c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose que tu ne sais pas. Tu sais, quand tu sais pas, il y a de l'appréhension, il y a de l'incertitude, et la vie s'en fout. On connaît pas, nous. Donc, je suis consultant. Donc, le foot, il est toujours là. Donc, en fait, on parle de petites morts. Et s'il y a vraiment un sujet sur lequel j'aimerais que nous, les footeux, entre nous, tu vois, on arrive à créer quelque chose pour ne serait-ce que en parler, en fait. Parce que c'est une première étape, en parler. Mais derrière, on fait quoi? Tu vois, il y a des choses à faire. Il y en a de plus en plus qui en parlent. Ouais, mais c'est ce que je te dis, parler c'est bien, mais derrière on fait quoi? On enclenche sur quoi, tu vois? Il faut des accompagnements. Toi, t'as parlé de dépression. T'as vécu ça quand ça s'est arrêté, t'as parlé de petites morts. Parce qu'il faut mettre un mot dessus, tu vois. Et encore une fois, c'est pas un mot qui est négatif. Tu sais, une dépression, quand tu prends l'avion, on dépressurise la cabine. Là, c'est la même chose. T'as été sous pression, donc là, on enlève la pression. C'est vraiment, on dépressurise tout. Donc, on vide, et t'es vidé. La petite mort, c'est vraiment, tu sais que ça va se terminer. T'as un proche qui est malheureusement une maladie qui va s'éteindre bientôt. Tu prépares, tu l'anticipes, mais tu sais pas. Le jour où ça tombe, vivre sans cette personne, tu sais pas. Donc, entre le préparer, l'anticiper et le vivre, et l'accepter après pour le vivre avec. Et ce sont des étapes différentes, en fait. Je pense que le préparer, l'anticiper, c'est comme pour tout, tu vois. Tu le fais, l'anticipation, tu le fais au quotidien, tu vois, au quotidien, dans ton approche avec le foot. Si c'est quelque chose dans lequel tu as envie de continuer, bah, tu vas peut-être commencer à faire des diplômes. Mais il y a des mecs, une fois qu'ils ont arrêté le foot, ils veulent plus en entendre parler, tu vois, donc ils vont faire autre chose. Donc sur l'aspect alimentaire en lui-même, comment tu vas gagner ta vie demain, on peut tous trouver une reconversion et tout, mais là je parle plutôt dans le côté là c'est vraiment le côté développement personnel, tu sais comment tu vis la chose et l'accompagnement. Mais après, c'est propre à chacun. Comment les gens font leur deuil, tu vois. On sait pas. Enfin, je veux dire, moi, ça fait 3 ans maintenant, j'apprends encore. J'ai fait plein de choses. Je suis retourné à La Réunion. J'ai voulu monter une académie. Je suis arrivé avec beaucoup d'humilité et d'envie. On m'a fermé la porte au nez en me disant, c'est bon là, toi là-bas, t'es bien, viens pas nous embêter. Donc t'apprends que, ok, nul n'est prophète dans son pays, mais y a pas de problème, les gars. Aujourd'hui, je pense que la communication a repris avec La Réunion, donc là on va avec le nouveau président de la Ligue, donc on est sur des projets, donc il a fallu aussi que je prenne cette claque-là dans la tête pour me dire waouh, en fait réveille-toi là, tu vois, réveille-toi. Oui, c'est fini, dépression, mais ça veut pas dire qu'il faudrait justement, tu vois, le d'où tu viens, tu sais, ton sol à toi, t'as besoin de prendre ta bibliothèque de souvenirs, tu prends tout ce qui a été tout ce qui t'a donné cette force-là pour réussir, de dire, ok, je prends ça pour être bien aujourd'hui, pour construire l'après. Mais faut d'abord accepter, tu vois. Et l'acceptation, ben, tu sais, peut-être on n'a pas les outils. Moi aujourd'hui, je suis encore privilégié. J'ai la chance avec Ligue 1 Plus aujourd'hui d'être en bord terrain, et c'est quelque chose qui je pense, tu vois, correspond à ma personnalité. Je dois encore, tu vois, trouver mes marques, mais
voilà, je me rapproche des clubs. J'ai envie de monter cette académie de foot avec pour les enfants de la Réunion. Je me dis là, je suis proche des clubs, donc je suis en place pour observer, de poser les questions. Donc là, je sens que j'ai rallumé une flamme. Tu vois, il y a un truc qui me dit, ok, on va transmettre. Donc la transmission, déjà, ça c'est quelque chose d'important. Tu vois, on est parents. Et on a été professionnels, donc forcément, on vient tous d'un endroit, on a tous grandi. Tu es pas né professionnel, tu vois. Donc moi, la Réunion, j'ai tellement de choses à leur donner. Donc petite flamme. Sur le plan plus personnel, artistique, le seul moment où je ressens un peu cette adrénaline-là, maintenant en bord terrain, c'est quand je fais mes concerts en Suisse. Donc je me dis, c'est peut-être le moment d'aller faire de la musique. Mais en même temps, la musique, c'était toujours ma bulle à moi, tu vois, dans laquelle je suis là, je suis bien, c'est ma cathédrale, tu vois, on fait pas de bruit, c'est mon truc, je peux chanter tout seul sous mon cocotier 5 heures. Donc là, on me demande encore de performer dans la musique. On t'attend. Je sais pas, tu vois, parce que je me dis pourquoi, tu vois, pourquoi il faut toujours performer et tout. Et c'est vraiment à un moment donné, je pense que l'électrochoc, ça a été ma séparation. Ça faisait 5 ans que j'étais en couple. Et un jour, une séparation, tu sais, il y a plein de choses qui font que, et puis ça s'est arrêté, ça s'est terminé, et c'est là où je me suis dit, Guy, je pense que là, il faut se reprendre en main là, parce que tu peux pas subir les choses. T'as toujours été un acteur, donc il faut retrouver ça et repartir de l'avant, tu vois. Maintenant, t'as toujours eu besoin des petites gifs de temps en temps pour te réveiller, tu vois. Et c'est ok. Donc c'est ok. Et c'est pour ça que j'en parle. J'ai eu encore un ami très proche, footballeur, qui hésite à arrêter sa carrière, je ne donnerai pas de nom, qui me dit que je vais pas bien, tu vois. Et je lui dis, c'est ok. Ça, c'est ok de pleurer si t'as envie de pleurer, c'est ok de te sentir, de pas savoir, en fait. Parce qu'on sait pas. Et c'est vraiment ça, le truc, c'est que, T'as pleuré, toi? En fait, il y a des moments où je craque. Je craque parce que... C'était pour le foot ou plus personnel? La séparation, par exemple? Oui, la séparation, oui, forcément, c'est un moment... j'ai tout lâché, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui font que, tu vois. Et c'est juste de prendre le temps, tu vois, de prendre le temps. Et c'est ça le truc, on prend jamais le temps de s'asseoir avec nous-mêmes et se dire, ok, maintenant que c'est fini, tu vois, qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi, quel est mon désir le plus profond. Et c'est vraiment, c'est pas évident, tu vois, parce que c'est violent que depuis l'âge de 6 ans, on te formate en quelque sorte, tu vois, parce que même si c'est ta volonté, tu rentres dans un cadre où on te donne tout ce qu'il faut pour être professionnel. Donc tu le deviens, t'es dans une bulle où t'es dans un espèce de sas où pendant 20 ans, quand ça se passe bien, et du jour au lendemain, on te dit, ça y est, c'est fini, t'arrêtes. Donc, c'est violent, c'est violent, et puis derrière, on te dit, par contre, la vie, elle continue, tu vois, et je comprends maintenant les mecs, les anciens, quand ils prennent leur retraite à 65, à 70 ans, et que quelques années après, il y en a qui décèdent. Tu vois, mon père, moi, quand il a pris sa retraite, 65 piges, le gars, il tient pas en place. Donc il a fait sa dépression à sa façon, tu vois. Donc nous, avec le taux d'adrénaline, tu vois, fois 1000, c'est une drogue, en fait. Donc il y en a, ils tombent dans la drogue. Il y en a, ils tombent dans l'alcool. C'est une vérité. Donc je peux comprendre les clubs qui disent, les gars, nous on vous paye bien pendant toute votre carrière, alors venez pas vous plaindre, en fait. Et je me dis, c'est là où peut-être il y a un truc à faire, à pas obliger, mais à donner l'opportunité aux mecs pendant leur carrière de passer des formations, de leur dire, oui, il y a de la pression, il y a de l'argent, votre objectif principal, c'est d'être fit et concentré pour les entraînements et la performance du week-end. Mais les gars, on a 2 heures dans la journée, on peut faire autre chose, on doit faire autre chose. Anticiper des choses. Tu vois, mais ne serait-ce de faire une évaluation de compétences, tu vois, qu'est-ce qui me plaît. Et pendant ma carrière, je vais vers ça. Tu vois, aujourd'hui, les gars, ils parlent de fonds d'investissement. Ouais, on pourrait créer un truc pour pour l'après. Et je parle pas que des footeurs, tu sais, il y a les artistes, il y a plein de gens, tu vois. Donc, je pense qu'il y a
tellement de choses à dire, à partager, mais c'est encore qui est prêt à mettre l'ego de côté. Parce que et à venir et à s'asseoir, voilà, à se mettre autour de la table, à enlever cette c'est dur, cette cape de l'ego, de l'orgueil aussi, et c'est dur, d'oser, d'accepter, de dire j'ai besoin parce que je suis mal. C'est ça, c'est exactement ça. Et la première étape, c'est d'en parler. Et tu sais, les footeux commencer. Ouais, moi, je vais pas avoir un psy. Moi, je suis invincible. Moi, je suis professionnel. Moi, je suis inatteignable. Les autres, ils vont dire quoi? Mais je pense, hein, tu sais, aujourd'hui, quand tu vois l'évolution, tout évolue. Je pense qu'on va y arriver à un moment donné à trouver, peut-être pas la solution, mais un accompagnement différent qui permettra aux gars d'être plus à l'aise avec ça. Et de dire, si les blessures existent dans le foot, c'est pas que sportif. Hein, les blessures, on sait que il y a une corrélation, il y a un lien avec la tête. Hein, donc aujourd'hui, les jeunes, il y a énormément de préparateurs mentaux dans les clubs. Mais leur préparation mentale, moi j'en ai vu quelques-uns, est quand même focus sur l'optimisation de la performance. Donc il y en a très peu. Pas l'optimisation du bien-être. Moi, c'est ce que je pense, parce qu'il y en a très peu qui savent ce que ça représente de jouer devant 80 000 personnes. Donc, ils vont te parler de comment gérer la pression, tu vois, je pense que voilà, il manque encore une petite case pour que le footballeur professionnel, il soit complet, parce que l'après, il est tout aussi important dans la vie d'un homme. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es heureux? Écoute, je suis en paix. Pour le moment, je suis sur une route qui me correspond, parce que j'ai recommencé à faire des choix pour moi. Et puis heureux, j'essaie de vivre en faisant les choses sans contrainte. Là, je suis là ici parce que, comme je t'ai dit, dès que j'ai le temps, je vais te le dire. Donc j'ai pris le temps et j'ai voulu venir. Tu vois, je le fais pas parce que tu me dis, si je viens pas, Smaïl va pas me kiffer. Non, j'ai voulu venir. C'est la première raison. Et heureux après, à partir du moment où je suis aligné dans mes choix, forcément, je subis plus. Je vis les choses. Et je suis un bon vivant, moi. Donc, quand j'arrive à choisir ce que j'ai envie de faire et le faire et être acteur de ça, je peux t'assurer que je vais faire en sorte que tout le monde passe un bon moment. Et dans ce cas-là, on est heureux. Et quand tu as envie que les gens qui sont avec toi passent un bon moment, ils passent un très bon moment. Je peux le confirmer, et je suis pas le seul. On en a vécu des très bons moments, et je te souhaite de pouvoir en vivre encore plein avec les gens que t'aimes, avec les gens que t'apprécies, et parce que je sais que si toi t'es heureux, les gens qui sont avec toi le seront aussi. Eh ben merci. Je te remercie, mon Guy. Il y a un maillot derrière toi du Paris Saint-Germain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te le faire signer. Bah évidemment. Et on va le faire gagner ensuite sur les réseaux. Ça se passe sur les réseaux de Campo, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, et puis on le fera signer et on le fera remporter à l'heureux élu. Moi, je vais te remercier encore une fois d'avoir passé un. Merci pour l'accueil. Avant de terminer la question. Campo, ça vient d'où? C'est de l'espéranto. Campo, ça veut dire terrain. L'espéranto, c'est une langue universelle qui se comprend dans tous les pays du monde, dans toutes les langues du monde. C'est un nouveau terrain de jeu où chacun peut venir s'exprimer et où on peut partager ensemble. Merci pour cette invitation, c'était fantastique. À très bientôt, mon Louis.